Parcours, ça veut dire sécurisation des parcours professionnels, ça veut dire la capacité de se construire un itinéraire à peu près cohérent, qui sache faire à la fois, qui ait une logique d'orientation et où je veux aller, et en même temps la capacité, dans la sécurisation de mon parcours, la capacité à modifier quelque peu le parcours en opportunité ou par circonstance. Par rapport à cela, se pose la question, moi j'ai un postulat qui est qu'il ne peut pas y avoir de sécurisation et de parcours intelligent sans accompagnement. La question, c'est que dans le monde de l'entreprise, les accompagnements n'ont pas toujours les mêmes formes. Mais le postulat que personne n'est capable seul de définir son itinéraire professionnel et qu'il a besoin de recevoir des informations sur la situation, sur le contexte, sur qui il est lui-même, sur les jeux qui se jouent, sur etc., 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 je pense qu'il faut dire et rappeler qu'il ne peut pas y avoir de sécurisation des parcours professionnels et d'orientation réussie sans un système d'accompagnement. Alors, par contre, ces systèmes d'accompagnement, du point de vue dans les entreprises, se distinguent très clairement, là aussi d'ailleurs, entre les emplois dits supérieurs et les emplois dits moins supérieurs. J'ai travaillé, les modalités sont différentes. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années au siège d'un grand groupe. Je peux vous assurer que les cadres supérieurs de ce grand groupe passent pas mal de temps avec à se faire accompagner dans la construction de leur parcours professionnel, mais ils sont accompagnés au fil du temps, ils sont accompagnés par les pairs, ils sont accompagnés par les consultants, ils sont accompagnés, etc. Mais c'est pas formel comme ça. Et puis, vous avez au niveau des niveaux de qualification modestes, là, par contre, la question de l'accompagnement qui est indispensable, parce que la personne n'a pas les réseaux, ni les systèmes de pensée, d'ailleurs, des cadres sup, et là, c'est eux qui en ont besoin, et c'est là où il y avait le déficit. D'où vive le Conseil en évolution professionnelle, vive le CEP, c'est une avancée tout à fait essentielle d'avoir un droit au Conseil en évolution professionnelle. C'est intéressant de noter que dans le programme de M. Macron, il ne parle pas de conseil en évolution professionnelle, il parle de bilan de compétences. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Parce que, sans vouloir douter de son intelligence, mais ceux qui ont construit le programme sont en fait dans des logiques d'orientation et ne sont pas dans des logiques de conseil en évolution professionnelle. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le métier historique de Pôle emploi, c'est l'orientation. C'est tu es ça, ça, ça et ça, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Le conseil en évolution professionnelle, c'est réfléchir à un parcours. Et là encore, sur les niveaux de qualification modestes, le parcours, c'est le territoire, c'est sur le territoire. Et donc, l'enjeu, me semble-t-il, dans les réformes qui sont à venir, c'est d'orienter, alors pour le coup, le conseil, les pratiques de conseil, c'est déjà le cas d'ailleurs dans un certain nombre d'endroits, d'orienter les pratiques, j'allais dire, et les politiques de conseil en évolution professionnelle sur les territoires, c'est-à-dire sur les bassins d'emploi. Parce que l'employeur n'est pas nécessairement, il ne faut surtout pas le lui reprocher, n'est pas nécessairement compétent, capable, il ne sait pas, et pas dire quels sont, au-delà de sa propre entreprise, quels sont les parcours professionnels pertinents pour une personne, compte tenu de son contexte, compte tenu de ses qualifications, compte tenu de la ressource du bassin d'emploi. J'insiste de nouveau sur cette question de bassin d'emploi. C'est quelque chose qui me semble tout à fait crucial et qui est relativement absent d'ailleurs dans le programme Macron, qui est relativement absent, le bassin d'emploi comme le lieu de pilotage, de gestion et d'évaluation des parcours professionnels et du concours des tiers sur la sécurisation de ce parcours. Le problème qui se pose, c'est qu'on a institué un droit au Conseil en évolution professionnelle, c'est un droit, mais on n'en a pas, le législateur n'en a pas prévu le financement.
Alors que dans la loi de 71, lorsqu'on a créé la loi sur la formation professionnelle, on a institué en même temps une cotisation des entreprises, la fameuse, bon, et pour financer le droit. Et je me garderai bien de parler de droit à côté de M. Lutringer, mais un droit n'est réel que lorsqu'on peut, enfin, il n'y a de droit que lorsque je peux m'en servir. Enfin, donc la question de de ce droit est une question. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment où c'est un droit individuel, à l'extérieur de l'entreprise, l'entreprise éprouve une certaine légitimité à dire ben, ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. C'est-à-dire que la sécurisation du parcours professionnel, avec le dispositif législatif que le Conseil en évolution professionnelle, ça relève de la personne. Accompagné éventuellement par l'entretien des 2 ans sur une recherche d'évolution, mais l'intervention de la contribution de l'entreprise au parcours professionnel peut très bien se limiter là, et ne doutez pas que l'entreprise n'est pas très capable de déterminer l'évolution des parcours de leurs collaborateurs, et en particulier d'ailleurs dans les TPE. Enfin, je me permets de vous interrompre, Bernard, ouais. Justement à partir du point que vous venez de présenter à nos auditeurs. Justement, est-ce que la formation professionnelle n'est pas en fait placée toujours en tension entre d'un côté les pouvoirs publics et leurs responsabilités par rapport à l'intérêt général et de l'autre côté les entreprises avec, comme l'a rappelé Jean-Marie Lutringer, le fait que ce sont des acteurs économiques d'abord, que les entreprises sont là pour produire, et donc la formation est entre les deux, et d'un côté on veut lui faire jouer un rôle d'accompagnement, d'évolution professionnelle des personnes, donc plus de responsabilité aux personnes partagées avec les pouvoirs publics, et d'un autre côté les salariés ou les actifs ou les professionnels, donc l'entretien des compétences, l'évolution des compétences dans l'entreprise. Et notre système, il est constamment ballotté, tiraillé, mis en opposition entre ces deux grandes dimensions. C'est précisément, merci pour votre intervention, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, vive le Conseil en évolution professionnelle. Parce que le Conseil en évolution professionnelle, sous conditions, et je parlerai des conditions tout à l'heure, le Conseil en évolution professionnelle, c'est un instrument qui permet de mettre la formation professionnelle en aval du Conseil, en réponse à un diagnostic qui a été fait et par rapport à des intentions de parcours. Et à ce moment-là, la formation professionnelle est l'instrument qui va venir pour aider à la réussite du parcours, donc à la sécurisation. Et l'un des défauts des politiques publiques, et dans la loi Macron là-dessus, elle n'est pas nette non plus, de faire de la formation ce qu'on appelle, ce que Sandra Enlard, qui est notre directeur général, appelle la formation miracle. C'est-à-dire que et là, dans le projet Macron, mais il faut que je fasse attention quand même, parce qu'on va me traiter d'anti-macroniste avec toutes les conséquences sur ma carrière. Et voilà. Dans le projet Macron, il y a quand même cette belle illusion que, je suis compétent, il y a formation, formation égale compétence, compétence égale emploi. Et c'est imbécile comme raisonnement. C'est imbécile comme raisonnement. C'est-à-dire que, la formation ne rend pas nécessairement compétent, et ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire la question de l'efficience de la formation. Et 2, compétence ne veut pas dire nécessairement emploi, parce que s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de compétence. La compétence, elle s'observe sur le terrain du travail. Et la formation n'a jamais créé d'emploi, sauf les emplois de formateurs et les emplois de médiation, ce qui est très très bien pour un certain nombre de personnes qui sont ici, dont moi. Voilà. Alors, donc le Conseil en évolution professionnelle
Tout le monde en fait du conseil en évolution. On en a tous besoin. Le problème, c'est que à des niveaux supérieurs, on peut autogérer son conseil en évolution professionnelle parce qu'on a les réseaux, parce qu'on a les systèmes de pensée, parce qu'on a les etc. Et qu'à des niveaux de plus basse qualification, on a besoin d'un accompagnement organisé, j'allais dire bien. Alors justement, Bernard et Jean-Marie, justement, ce conseil en évolution professionnelle, pour l'instant, n'est pas financé. N'est pas financé. Alors, est-ce qu'il faudrait suggérer à nos gouvernants une sorte d'impôt, un peu comme il y a des cotisations pour alimenter la sécurité sociale? Est-ce qu'il faut des cotisations, une cotisation pour alimenter ce fameux conseil en évolution professionnelle ou pas? C'est mal parti dans l'époque pour qu'on crée un impôt nouveau. Hein. Je le sens pas bien, ça. Hein. C'est qui est dommage. On peut en supprimer d'autres. Voilà. Mais je pense que par contre, il y a des rééquilibrages budgétaires à faire pour permettre au Conseil évolution professionnelle de pouvoir être ce qu'il doit être. Mais au-delà du financement, il y a une deuxième question qui, de mon point de vue, est une question terrible, qui est celui du système de compétences pour être un acteur dans le conseil évolution professionnelle. Et là aussi, ce n'est pas prévu, c'est-à-dire que là aussi, on répute l'appareil de formation capable de faire tout ce qui est commandé. On voit bien, quand même, je ne sais pas si ça a permis à un certain nombre de personnes dans cette salle d'en vivre, mais l'expérience des 500 000 chômeurs en formation, c'est la parfaite démonstration de ce que je critique, de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'un dispositif de formation des 500 000 chômeurs, ça a été... alors d'abord, Pôle emploi était bien content de les trouver, quelquefois, mais il n'y a pas cette logique d'action, j'allais dire, et que, à mon avis, le législateur doit pouvoir aider à développer cette logique d'action entre conseil en évolution professionnelle, construction d'un itinéraire, avec un itinéraire qui peut être lâche, enfin variable, parce que sur le plus près possible des territoires, au plus près des territoires, même au plus près des bassins d'emploi, et ensuite les choix des formations pertinentes compte tenu de... Et que démarrer... Moi, je suis très très critique sur ça. Démarrer les 11 milliards, si c'est pour faire les 500 000 chômeurs à plus grande échelle, c'est quand même de l'argent foutu en l'air. Voilà. Et là, il y a quelque chose d'assez grave et sur lequel, en ce qui nous concerne d'ailleurs, nous utilisons nos réseaux pour manifester à la puissance publique qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur raisonnement. Parce qu'ils sont encore dans la logique de compétence égale, formation égale compétence, compétence égale emploi. Ce qui est voilà. Puis donc il y a un problème, par contre, le problème de la compétence des conseillers en évolution professionnelle est une vraie question. Vous avez remarqué d'ailleurs que le législateur a prévu d'habiliter au conseil professionnel des institutions et pas des personnes. Ce qui est une question, pour moi, qui est une question assez grave, parce que... Et d'ailleurs, on voit bien que dans des institutions, il y a des pratiques qui sont tout à fait élogieuses, et puis il y en a d'autres qui sont tout à fait déplorables à l'intérieur des institutions. Et se pose donc la question de la compétence des personnes à faire du conseil en évolution professionnelle. Et je m'interroge d'ailleurs sur ne faudrait-il pas, dans ce domaine-là, réfléchir à des systèmes d'habilitation.